Bienvenue chez nous pour un nouvel épisode du podcast des nous à propos de François Cavana. Je suis tombé en quelque sorte par hasard sur les récits autobiographiques de l'auteur François Cavana. Je suis quelqu'un qui s'intéresse à la bande dessinée en général, notamment aux diverses revues où elle a évolué, du temps où les BD vivaient avant tout dans les revues, où le marché des albums n'était pas ce qu'il est devenu, ce qui m'a amené à vouloir connaître l'évolution de Harakiri et des diverses bandes dessinées publiées en son sein. Il semble difficile, voire impossible, de trouver un véritable livre historique sur le sujet, ce qui m'a amené à lire son bouquin Bête et méchant pour voir la naissance et l'évolution d'une portion de la revue vue de l'intérieur par un de ses fondateurs et rédacteurs, ce qu'au final ce livre n'est pas exactement. Mais j'ai déjà aimé l'écriture de l'auteur qui m'a donné envie de lire plus de lui. Ce livre faisait déjà référence aux deux précédents ouvrages de ce type de l'auteur, un cycle romanesque qui se poursuivra sur 6 autres livres, plus si on compte des entretiens ou bien un hors-série de Charlie Hebdo que je n'ai pas lu. Cavana écrit vraiment bien avec douce ironie, une vision critique de sa vie avec un franc-parler et beaucoup d'autodérision, une écriture très vivante qui coule comme une source, semble se lire très facilement mais habilement, construit et lourde de sens, avec beaucoup de complicité avec le lecteur en racontant ces diverses anecdotes qui ont parsemé son existence avec beaucoup de talent. François Cavana, né le 22 février 1923, avec Georges Bernier, le professeur Choron, fondateur en 1960 des éditions du Square, derrière Harakiri, Harakiri Hebdo, Charlie et Charlie Hebdo, ange tutélaire de la relance de Charlie Hebdo en 1992, est décédé le 29 janvier 2014. Donc, son premier livre autobiographique, L'Hérital, publié en 1978. Dans son premier ouvrage autobiographique, il parle de son enfance vivant dans un quartier français principalement composé d'immigrés italiens, dont son père vivant tous dans une certaine pauvreté. Il raconte aussi sa facilité scolaire et son comportement sensiblement tannant, commun en partie avec ses pairs. Il aborde les difficultés familiales et le climat ouvrier. Selon ce qu'il dit de ce livre, c'est consacré à son père, d'où le titre du livre, ce qui n'est pas nécessairement faux, surtout qu'il est beaucoup consacré du milieu très italien de sa jeunesse, même s'il ne parlait pas lui-même l'italien. Mais il est question du contexte avec toute sa famille, mère comprise, et de sa vie scolaire. Si le père en prend une certaine place, c'est totalement du point de vue de François Cavana, qui aborde son père, mais parle surtout de sa jeunesse. Mais il le fait très bien. Cela rend très vivant un contexte qui serait difficile de reconnaître aujourd'hui à travers toutes ces anecdotes et le décor présenté. En 1979, il y a eu les Ruskov. Dans ce second livre, il revient sur les événements pendant la Seconde Guerre mondiale. Le récit alterne entre sa vie de travailleur forcé pour les Allemands, où il a rencontré des travailleurs forcés soviétiques, dont notamment Maria, avec qui il a vécu une histoire d'amour dans un contexte impossible, et les divers épisodes ayant précédé ce contexte, les différentes choses qu'il a vécues pendant la guerre avant de devenir un travailleur forcé. Ce choix narratif étrange fait totalement sens a posteriori. Le cœur de l'ouvrage est clairement sa vie avec Maria, et le contexte de leur amour, un récit dramatique et tragique. Si on avait commencé par tout ce qui a précédé, le récit aurait assez vite perdu de l'intérêt des lecteurs, un récit assez anecdotique. Cela permet aussi de diluer un peu le récit principal dont l'émotion est sans doute trop puissante, avec tout son côté tragique. Sans doute le meilleur livre du cycle.
Puis en 1981, il y a eu Bête et méchant. Malgré ce que le titre peut faire penser, ce n'est pas exactement une histoire de la revue Harakiri, même si cela en tient une part importante, c'est la suite de la vie de l'auteur de son récit autobiographique. On y voit Kavanagh essayant de vivre comme artiste, ses contacts avec l'association des déportés pour essayer de peut-être retrouver Maria, son histoire avec la rescapée Liliane, comment il est devenu rédacteur, puis rédacteur en chef de Zéro, la création d'Harakiri, son interdiction et le lancement de la version hebdomadaire et de Charlie, puis la répétition avec l'hebdo Harakiri qui a amené à Charlie Hebdo. On voit un peu la vie de rédaction et certains événements, mais assez peu le contenu et l'évolution des revues, car cela n'est pas le sujet du livre. Le sujet du livre, c'est encore une fois la vie de François Kavanagh à ce moment-là. Ça donne simplement que sa vie à cette époque, c'est Harakiri et compagnie. Ce n'est pas un texte historique ou de l'histoire de l'art, c'est un récit autobiographique, encore une fois, toujours très réussi. La preuve, c'est celui qui m'a donné envie de lire les autres livres autobiographiques de l'auteur. En 1983, il y a eu Les yeux plus grands que le ventre. Sans doute le moins intéressant des livres de ce cycle, selon moi. La suite de l'aventure éditoriale passe pas mal à la trappe. Kavanagh ne fait qu'occasionnellement parler de son travail éditorial quand cela est lié aux anecdotes qu'il raconte. Il n'approfondit pas le moindrement du monde la vie des magazines. Ce récit est consacré avant tout à ses amours, qui me semblent beaucoup moins forts émotionnellement que ses relations avec ses parents dans sa jeunesse, Liliane et surtout Maria. Ce qui ne signifie pas que ce soit sans intérêt. C'est un récit sans concession où il fait de lui le portrait d'un salaud. Il forme un couple peu démonstratif. Il trompe sa compagne avec une autre femme dans une situation difficile qui aurait besoin d'un amour complet et non nécessairement partagé. Mais Kavanagh aime les femmes, il les aime vraiment de toute son âme, mais ne peut y consacrer sa vie. Il aime avec passion, mais c'est un amour sans partage de sa personne, où il n'est pas autant présent que ce dont ses amours auraient besoin, que sa famille aurait besoin. Il se punit en étant sans pitié envers lui-même, terminant le récit en fiction punitive. En 1985, il y a eu Maria. À une époque où ce n'était pas encore la mode, il se lance dans l'autofiction, ce qu'il appelle autobiographie fiction, une forme de science-fiction d'anticipation sur sa propre vie. Il place rapidement un contexte vaguement futuriste, ce qui est le seul côté SF du bouquin. Il se place quasiment en clodo, entouré de personnages absurdes menant certaines anecdotes surréalistes. Le tout servant avant tout d'habillage à ce qui peut constituer pour un auteur autant cynique, critique envers lui-même et pessimiste, le plus comme une forme d'happy ending. Autant tragique peut sembler la fin tragique du roman, elle m'a pourtant communiqué un grand moment de joie. Il y a eu L'œil du lapin en 1987. Après avoir écrit un premier bouquin parlant selon lui de son père, selon moi parlant de sa jeunesse et du contexte où il a grandi, où son père a joué un rôle important, il a décidé de faire un livre plutôt sur sa mère. Encore une fois, c'est un récit sur sa jeunesse. Son père joue toujours un rôle important, mais il est vrai que ce bouquin présente un récit plus en rapport avec sa mère. Il est question de sa relation avec sa mère. Il est moins question du contexte d'ouvrier immigré italien et plus de sa vie étudiante, son appétit de connaissance, la nationalité française, le contexte chrétien, la vie de sa mère qui a décidé de consacrer ses espoirs en son fils, qui donne l'impression d'être un enfant prodige, si ce n'est de son caractère et de l'influence de son entourage. Le fait d'être un retour sur une période de sa vie déjà abordée n'empêche pas le livre d'être malgré tout intéressant. Puis en 2010, il y a eu Lune de miel, le récit de la vieillesse, un livre alternant entre des épisodes de sa vie d'homme âgé, surtout de sa relation avec la maladie de Parkinson, et toutes les époques plus jeunes qu'il a déjà abordées dans les ouvrages précédents. Parfois, je me suis demandé s'il n'avait pas déjà parlé de telle ou telle anecdote, si ce document ne serait pas un assemblage de passages coupés des précédents ouvrages, ce qui pourrait faire du sens avec sa difficulté à écrire.
Mais en même temps, il est normal à son âge de penser à tous les épisodes de sa vie, à sa jeunesse, son passé devenant son présent. Les personnages sur sa vie actuelle peuvent être bouleversants, Kavanagh conservant toujours son talent pour l'écriture. Il y a bien quelques pointes sur ceux qui profitent de lui, mais Kavanagh semble très avare envers ceux qui jouent sans aucun doute un rôle important dans le contexte actuel à l'écriture de ce livre, ce qui arrive avec le nouveau Charlie Hebdo. Heureusement que j'en savais déjà, ce qui m'a permis de recontextualiser les pointes suite à la lecture d'un autre livre dont je recommande la lecture pour connaître ce contexte, le livre Mohican de Denis Robert, publié aux éditions Julliard le 5 novembre 2015. Lune de miel est une suite de textes très courts sur un peu toute la vie de son auteur. Un dernier livre a été publié à titre posthume, Crève du con, en 2020. Suite du précédent, cette fois-ci, le livre est pleinement consacré à sa vie avec ses problèmes de santé et de l'aide de la petite Virginie qui l'aide dans son écriture et sa vie, qui l'aime bien, mais qui ne sera jamais plus que de l'amitié et sans doute une certaine admiration, je présume. Un récit assez touchant, encore une fois constitué de tout petits textes suivant les uns les autres, mais cette fois-ci franchement plutôt tourné sur le présent difficile plutôt que sur toute la vie. Comme toujours, un récit franc et sans concession. Cette série de livres sur un homme ayant tout de même joué un rôle culturel important pour lui-même est passionnante à lire. Pour ceux qui se souviennent de mon système de notes, je donne une note sur 5, un 5 étant une chef-d'œuvre, un 4 étant une œuvre qui se démarque particulièrement, un 3 étant un divertissement honnête, un 2 étant une œuvre moyenne et un 1 étant une œuvre mauvaise et un 0 étant une nullité absolue, telle que ce qui se passe avec le gouvernement français. Donc, je donnerais à cette série de livres une note de 4 sur 5. Ça se démarque particulièrement. Au revoir et à bientôt.